Bienvenue pour le 7-8, l'actu sur TV Fil 78, le journal de la rédaction, le tour de l'actualité locale de ce 6 juin, mais aussi, comme chaque vendredi, les principales informations à retenir de cette semaine. Voici les titres. Il y a 70 ans, sur les plages de Normandie, non loin d'ici, débarquaient les Alliés. Les commémorations se sont déroulées tout au long de la journée. Et lors des défilés des Versaillais était aussi présent. Une association locale a travaillé sur la rénovation de plusieurs voitures militaires. 3 ans de travaux et l'hôpital privé de l'Ouest parisien dispose maintenant d'une extension de 5000 m². Nous verrons ce que cela va changer en matière d'offres de soins pour la population. Et puis, nous reviendrons sur la réforme territoriale, la disparition programmée des conseils généraux, sur la contestation face au rythme scolaire avec la mère de plaisir qui lance non sans ironie l'idée de Récréamont, ou encore sur l'application pour smartphone lancée par HF Prévention pour trouver simplement un préservatif. L'image du jour pour débuter qui nous ramène à ce 24 août 1944, cette libération, vous allez le voir, de Versailles, occupée comme le reste de la France par l'Allemagne nazie. Un clin d'œil à l'histoire en ce 6 juin, jour de commémoration du débarquement des troupes alliées en Normandie. Et pour ces commémorations, justement, des Versaillais se sont impliqués. Leur association a envoyé sur place pour les défilés une trentaine de véhicules militaires. Le reportage de Mathilde Capberne et de Patrick Jacques de Dixmude. Dans ces hangars sont entreposés des véhicules militaires. Une trentaine de ces engins est partie en Normandie pour participer au défilé du 6 juin. Presque une routine pour l'association, créée au début des années 80 par une bande de copains. Univem compte aujourd'hui une centaine d'adhérents. Récupération, réparation, présentation, plus qu'une passion, c'est un véritable devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, nous continuons à le faire quand il y a, par exemple, des dates. On peut dire que ce sont des dates mythiques, que ce soit le 8 mai, fin de la guerre de 1945, le 6 juin, le 18 juin, la libération de Paris, etc. On nous demande. L'association se concentre uniquement sur les véhicules de la Seconde Guerre mondiale, particulièrement ceux qui ont participé au débarquement. Beaucoup sont américains et britannique. Alors, le premier, là, c'est un AM8, une automitrailleuse avec un canon de 37, très très légère et qui roule, disons, bien. Elle était très très utilisée par les armées américaines et la 2e DB en tout terrain. Ça roule très bien, léger, rapide. À côté, vous avez le Duck qui est en restauration, parce que ce véhicule a dû, à mon avis, être un petit peu utilisé dans de l'eau de mer. Et l'eau de mer, si on ne lave pas aussitôt à grande eau, oxyde, le sel reste dans les omégas de côté. Et alors après, c'est un travail de titan. L'association possède une cinquantaine de véhicules. Le travail est permanent. Comptez près de 2000 heures pour restaurer une voiture militaire. En Normandie, les véhicules défilent ce 6 juin sur Omaha Beach, accompagnés d'une fanfare américaine. Je vous propose à présent d'écouter un témoignage, celui de Josette Demagny, trappiste. Durant la guerre, elle est emmenée avec 7 membres de sa famille en Normandie. Là-bas, la vie, dit-elle, est plus douce qu'en ville, la nourriture plus abondante aussi. Une vie plutôt sereine jusqu'à ce jour du 6 juin 1944. Et elle revient pour nous sur cette période. Et puis le 6 juin, alors on était dans le jardin ce matin-là et on entendait les canons. Et le cousin qui nous avait hébergés, il est venu nous chercher en disant non, vous restez pas tout seul là, vous revenez à la maison. On était dans une petite maisonnette qu'il nous avait trouvée, à peu près à 400 mètres de chez lui. Et vous restez, alors il a emmené le gros de nos affaires dans une charrette. Et puis si vous voulez, on était, comme qui dirait là, nous, et puis on traversait des champs pour aller sur la route de l'autre côté. Et là, on a été pris en chasse par un avion, maman, mes frères et moi. Et puis, les balles, elles nous sifflaient de chaque côté, et nous, on a couru très vite. Alors, on s'est dirigé vers les cachettes. Et on a attendu une bonne heure, là, et puis après, le monsieur qui était juste de l'autre côté du chemin, il est venu nous chercher, il a dit que ça craignait plus rien, et on est rentré chez lui. Et puis après, les hommes se sont mis à construire des abris. On était 30 dans l'abri,
Et puis, on a été pris, quand ils ont voulu libérer la ville, enfin le village, disons, on était pris entre les deux feux, entre le village d'avant et le nôtre. On entendait les obus siffler, tout. Et là, on nous avait appris à mettre les oreillers sur la tête pour éviter les éclats. Et puis, ils nous ont laissés dans l'abri parce que c'était pas encore très clair. Ils avaient peur que les Allemands reviennent. Et de là, quand les Américains sont arrivés, ils nous ont mis dans une cave pendant encore 8 jours. Alors, en Normandie, on n'a pas subi ce que les gens ont subi, parce que c'était atroce quand même ce qu'ils ont vécu. Mais nous, on arrivait là juste pour se protéger, on n'a pas été gâtés. Mais je trouve que ça ne devrait pas exister. Quand on voit encore toutes les guerres qu'il y a maintenant, mais les gens, ils n'ont pas compris, ils n'ont rien compris. C'est pas possible. L'hôpital privé de l'Ouest parisien fait peau neuve. Attrape, l'établissement a inauguré sa nouvelle extension ainsi que la rénovation de son ancien bâtiment. Des travaux de près de 3 ans qui permettent d'améliorer son accessibilité et sa capacité à répondre aux besoins des patients. Avant de recevoir en plateau nos invités pour en parler plus en détail, voici le point sur les principales nouveautés avec Yolène Torres, Jonathan Villeman et Sébastien Combe. Nous voici à Trappes dans les nouveaux locaux de l'hôpital privé de l'Ouest parisien. Une extension de 5000 m² inaugurée jeudi. Cette extension, elle était nécessaire pour le développement de notre établissement puisqu'on manquait de capacité et ça nous a permis également c'était indispensable pour moderniser notre plateau technique. Cette extension, c'est presque 3 ans de travaux et un investissement de près de 30 millions d'euros. Ici, dans cette nouvelle unité de dialyse, on est passé à 24 postes au lieu de 15 auparavant et de nouveaux services se sont développés. Une modernisation bien accueillie par les médecins. C'est d'abord le confort pour les patients, je crois qu'il faut mettre ça en premier, avec l'ergonomie pour les soignants, c'est-à-dire un lieu agréable où on est motivé pour délivrer des soins de bonne qualité, pour échanger avec les patients. Ça a été l'occasion de renouveler des matériels de traitement. Donc on a maintenant des générateurs de dialyse, un traitement d'eau qui permet de délivrer une dialyse d'une excellente qualité. Ici, dans le service de réanimation polyvalente et de surveillance continue, on est passé d'une capacité de 8 à 15 lits. Quant au plateau technique d'imagerie médicale, il est maintenant regroupé sur un même lieu, comprenant 2 scanners et 2 IRM. Le bloc obstétrical a lui aussi été repensé, avec notamment 4 salles de naissance au lieu de 3 auparavant. Une structure nouvelle qui a également permis de rénover les anciens locaux existants. On a rénové certains services comme la médecine, l'accueil qui est tout nouveau. Notre bloc opératoire a été totalement rénové et il y a eu également des espaces de consultation. Cet hôpital privé, établissement de général de santé, compte 430 salariés et 110 praticiens. Et je reçois à présent pour parler de ces nouveautés, de ces travaux, Béatrice Caux, bonsoir. Vous êtes directeur du pôle Île-de-France-Ouest de Général Santé et également Elisabeth Friesmann, bonsoir. Vous êtes directeur délégué de l'hôpital privé de l'Ouest parisien. 22 000 m², c'est donc la superficie totale de votre établissement aujourd'hui. 5 000 de plus qu'auparavant. On vient d'entendre les raisons de ce changement, mais pour bien préciser les choses, aujourd'hui il était indispensable de faire ces travaux. C'est une vraie nécessité ? C'est une nécessité absolue. La médecine évolue vite, les équipements matériels également. Et cet hôpital avait 40 ans, donc il a subi un certain nombre de restructurations au fil des années. Mais nous en étions à un point où il était nécessaire de faire une nouvelle réanimation, d'agrandir notre service de dialyse et de proposer aux jeunes mamans un nouveau service de maternité avec des salles plus performantes, à côté d'une salle de césarienne, ce qui sécurise complètement le circuit de la naissance, et avec à présent une néonatologie avec 6 berceaux, donc qui permettent d'accueillir des enfants de petits poids, des enfants qui ne sont pas tout à fait matures et qui de ce fait peuvent rester chez nous et ne plus être transférés dans un autre centre. Donc c'est un plus aussi pour toutes ces jeunes mamans. Peut-être une question que peuvent se poser les patients et les patientes en l'occurrence, est-ce que ça aura une incidence sur le prix des soins ? Est-ce que ça change quelque chose ? Aucune incidence. Donc, un des points forts de l'hôpital privé de l'Ouest parisien à Trappes, c'est effectivement la prise en charge de tout le monde, de tous les patients, assurés sociaux, les personnes qui sont à la CMU, les personnes qui bénéficient de l'aide médicale d'État. Donc, nous accueillons tout le monde.
et nous nous efforçons de faire des circuits de soins sans dépassement d'honoraires. Cet hôpital privé à Trappes est le seul du secteur. Sur Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est historique, c'était lié à la naissance de l'agglomération de la ville nouvelle. Il n'y a pas d'hôpital public. Est-ce que ça a une influence, une incidence sur vos missions? Est-ce que vous êtes obligé de garder ouverts certains services, même s'ils ne sont pas rentables? Ah oui, donc on assure des services. Déjà, notre service d'urgence est ouvert 24 heures sur 24. Il faut savoir qu'à l'hôpital privé de l'Ouest parisien, on assure un pôle de sécurité où on a tous les soirs un réanimateur sur place, un médecin urgentiste et un anesthésiste. Donc, en effet, oui, on assure ces services de mission de service public en permanence et au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des obligations de l'État? Est-ce que l'État regarde ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des conventions qui sont signées? Alors, la santé est très réglementée, qu'elle soit publique, privée à but non lucratif. Nous répondons tous aux mêmes normes et aux mêmes conditions de fonctionnement que nous impose le Code de santé publique. Mais sur l'ouverture de certaines filières, branches spécialisées, tout l'État impose? Tout est soumis à autorisation pour ouvrir un établissement de santé, pour créer des services, pour créer des activités, pour les poursuivre. Nous sommes constamment contrôlés, nous déposons des dossiers et nous sommes agréés en quelque sorte par nos ministères de tutelle et par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France qui nous contrôle en permanence. Quelles sont les spécialités couvertes aujourd'hui sur cet établissement? Alors, quasiment toutes les spécialités. Nous sommes un vrai hôpital local avec de la chirurgie, de la médecine, de la cancérologie, de l'imagerie médicale, la dialyse, la réanimation, donc qui sont des services supports. Nous faisons également un service SOS Main, qui est extrêmement précieux pour notre secteur d'activité. Nous faisons quasiment tout. Bon, j'en reviens aux travaux, à cette extension, cette rénovation. Vous avez dû recruter forcément. On parle souvent de pénurie, de manque de médecins, de spécialistes. Ça n'a pas été difficile? Alors, quand une activité est existante, qu'il y a un noyau dur de praticiens, qui l'exercent depuis longtemps, les jeunes médecins ont envie de rentrer dans des équipes. Donc, quand l'équipe est stable, quand elle est bien constituée, nous avons beaucoup moins de difficultés à recruter des jeunes médecins. Une concurrence entre les établissements, ceci dit, pour les faire venir? Oui, mais il y a la concurrence partout oui, bien dans sûr, tous les secteurs. Et puis, mais leur offrir des outils de travail comme vous l'avez fait, c'est aussi un élément supplémentaire. La sécurisation des conditions de travail de nos équipes est capitale. Le matériel qui est mis à disposition est capital. Donc effectivement, c'est très attractif pour des équipes médicales. Vous nous dites que le patient était au cœur de ce projet de rénovation, extension. Aujourd'hui, vous avez facilité au maximum la fluidité de la prise en charge. C'est-à-dire que ça se passe très vite aujourd'hui? Il n'y a pas d'attente? Mais on analyse, par exemple, au niveau de nos urgences, on analyse tous les mois les temps d'attente au niveau des urgences, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On souhaite vraiment organiser ces prises en charge. Et puis oui, je pense qu'on a par exemple le circuit SOS Main, la prise en charge SOS Main. C'est un circuit rapide, court. Oui, la prise en charge du cancer, de la prévention du cancer du sein également. Où on assure, oui. Vous avez créé une prise en charge rapide. Donc la patiente qui a une mammographie est angoissée, savoir si elle a un nodule ou pas. Et là, dans la foulée, elle peut bénéficier d'une échographie, d'une ponction et avoir les résultats sous 48 heures. Donc voilà, un circuit court, par exemple, de prise en charge. Tout à l'heure, vous parliez des urgences, 50 900 passages en 2013, c'est un chiffre en hausse. Oui. La fréquentation des urgences explose. Oui. On vient pour tout et pour rien, quelquefois. C'est ce qu'on entend aussi. Non, on ne dirait peut-être pas ça, mais en tout cas, rien. Non, on pas dirait pour pas rien. Et quelquefois pour des petits bobos aussi. L'urgence, c'est la grosse urgence, mais c'est aussi l'urgence ressentie. Et on s'efforce de s'occuper aussi de l'urgence ressentie parce qu'elle a également son importance. Sur le plan de la fréquentation, justement, comment se situe cet établissement sur les 75 que vous gérez pour Général de Santé? C'est un gros établissement? C'est un gros établissement, oui. Au niveau de la Générale de Santé, tous les établissements qui s'appellent hôpital privé sont des gros établissements qui ont plus de 200 lits. Et là, nous avons 300 lits. Une dernière question, les pistes de développement peut-être. Est-ce que vous avez, puisque vous nous disiez en introduction qu'il faut régulièrement s'adapter, que la médecine évolue très vite,
Vous pensez déjà à l'avenir? Est-ce qu'il y a des services nouveaux qui peuvent être Bien proposés? sûr, l'avenir, le présent. Donc, nous avons par exemple acquis récemment, dans le cadre de cette extension, un laser green light qui permet de traiter les adénomes de la prostate en ambulatoire, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, nous favorisons beaucoup toutes les techniques qui peuvent favoriser l'ambulatoire. Aujourd'hui, nous faisons 60% de notre activité en ambulatoire. C'est un vrai plus pour le patient qui rentre le matin, qui sort le soir, qui peut revenir dans l'établissement s'il y a le moindre doute, la moindre problématique, il a le numéro d'urgence. C'est tout à fait sécurisant. Et l'hospitalisation diminue, le nombre d'hospitalisations diminue. Ça permet de libérer aussi les lits s'il y a saturation dans les établissements. Oui, absolument. C'est aussi une recommandation du ministère. Merci à toutes les deux d'être venues en plateau. L'hôpital privé de Trappes qui fait donc peau neuve. Vous en savez un peu plus maintenant sur les offres qui sont proposées. Comme chaque vendredi à présent, retour sur l'essentiel de la semaine. Parmi les principales informations, les annonces du président Hollande sur la réforme territoriale. 14 régions au lieu de 22 actuellement, dans un souci d'économie, d'efficacité. L'Île-de-France n'est pas concernée, vous le savez, ses frontières ne vont pas changer. Seulement, parmi les annonces du président figurent aussi des intercommunalités plus peuplées. La disparition des départements aussi. Réaction, explication, Olivier Maniscalco. 14 régions au lieu de 22. Dans les tuyaux depuis quelques mois, la réforme territoriale a enfin livré son verdict via une tribune de François Hollande publiée ce mardi dans la presse quotidienne régionale. Si 6 régions resteront telles quelles, comme l'Île-de-France ou la Bretagne, d'autres vont fusionner, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, Alsace et Lorraine, ou encore le trio Centre, Poitou-Charentes et Limousin. Le but de cette réforme, transformer l'architecture territoriale et faire des économies avec moins d'élus, en supprimant dès 2020 les conseils généraux. Les premières réactions à cette annonce ne se sont pas fait attendre. Si du côté de Jean-Paul Huchon, président socialiste de la région Île-de-France, on salue une vision ambitieuse pour le pays, du côté de l'opposition, les échos sont tout autres. Pour Valérie Pécresse, présidente du groupe UMP au Conseil régional d'Île-de-France, cette réforme n'est qu'une manœuvre pour gagner du temps et éviter une déroute aux élections cantonales et régionales, initialement prévues en mars 2015 et repoussées à l'automne 2015. Pour Olivier Lebrun, conseiller général UMP des Yvelines, cette réforme est loin d'être une priorité pour les Français. Je ne pense pas que le problème des régions, des 22 régions au lieu de 14, soit vraiment le problème auquel soient confrontés les Français. Les Français, ce qu'ils demandent actuellement, c'est du boulot, de l'activité économique, forcément de l'emploi. Et c'est pas en changeant ça que ça va changer les choses. Pour l'instant, on met vraiment la charrue avant les bœufs. Moi, je pense encore que c'est un effet d'annonce. Et puis derrière, ça fera sa pompe shit, comme beaucoup de choses qui sont annoncées depuis maintenant 2 ans. Depuis des dizaines d'années, on parle de réforme administrative, on parle de ce fameux millefeuille administratif qui devient de plus en plus étouffant. Il faut essayer de simplifier un petit peu tous les échelons, communes, intercommunalités, départements, régions et États, pour que le citoyen se retrouve dans tout ça. C'est quand même une partie, c'est pas une partie de plaisir. Beaucoup attendent cette réforme dans les élus ou dans les citoyens, mais peut-être on l'a été mené un petit peu sans assez de concertation, quoi. Cette nouvelle carte de France sera votée au plus tard à l'automne 2014. En attendant, elle suscitera les débats entre ministres et sénateurs dès la fin du mois de juin. Et puis une autre réaction, celle de Pierre Bédier, le président du Conseil général des Yvelines, président UMP, pour qui il faut maintenir la proximité des élus. Il souhaite conserver cet échelon départemental, notamment, dit-il, afin de soutenir plus aisément les maires. En étude à l'Assemblée cette semaine, le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et l'individualisation des peines, un projet porté par la garde des Sceaux, Christiane Taubira, plus communément appelée réforme pénale. À la prison de Bois d'Arcy, où les agents de probation chargés d'aider les détenus à se réinsérer gèrent plus de 100 dossiers chacun, où l'on compte 835 condamnés pour seulement 508 places. On salue l'idée de développer les bracelets électroniques pour les peines de moins de 5 ans, même si le syndicat UFAP pointe un manque de garantie financière dans cette réforme. On s'inquiète aussi de la reconstruction des victimes si l'agresseur n'est pas incarcéré. Et puis à la prison de Bois d'Arcy, toujours, un nouveau détenu vient d'arriver cette semaine. Mehdi Nemouche, tireur présumé dans l'affaire de la tuerie au musée juif de Bruxelles. Il a été présenté par 2 fois déjà devant la juridiction de Versailles. Il a d'ailleurs refusé cette semaine son extradition vers la Belgique. Nouvelle audience prévue la semaine prochaine, le 12 juin.
Éducation à présent avec les Gilets jaunes qui battent le pavé. Ce collectif de parents d'élèves vient cette semaine de mobiliser à Maurepas contre l'application des nouveaux rythmes scolaires. Une mobilisation alors que le maire UMP faisait voter au même moment une demande de report du décret. Une décision approuvée avec une large majorité. On écoute Grégory Garestier, le maire, qui était présent sur ce plateau jeudi soir. J'ai obtenu 29 voix sur 33. Une partie de l'opposition s'est même joint à ce vœu. Donc, ce qui prouve que ce n'est pas une décision idéologique, mais qui est centrée vraiment sur l'intérêt de l'enfant. Et je m'y oppose parce que, premièrement, nous n'avons pas les moyens financiers d'appliquer cette réforme. Malgré la dotation de l'État ? Même si l'État versera 50 € à peu près 50 par €, enfant. alors qu'à Maurepas, c'est 200 € par enfant. Donc, il faut que la collectivité compense. Et comment fait-on pour compenser ? Il faut augmenter les impôts. Et je refuse d'augmenter les impôts des Maurepasiens. C'est une aberration économique, familiale et éducative au détriment du bien-être de l'enfant. Et c'est pour ça que nous demandons un report et une pérennisation des moyens financiers pour appliquer de manière qualitative cette réforme. Mais je reviens sur l'école le mercredi matin, que vous n'ouvrirez pas. Vous nous dites qu'il n'y aura pas d'école, vous n'appliquerez pas cette réforme. Il va y avoir une difficulté pour les enseignants. Les enseignants, leurs responsables hiérarchiques, l'inspection académique va leur dire « vous devez dispenser les cours, rendez-vous dans les écoles ». Mais qu'ils donnent les moyens. Et les écoles seront fermées ? Mais qu'ils donnent les moyens nécessaires de le faire. Je n'ai pas recruté d'animateurs également pour animer les activités périscolaires. Comment va faire l'État ? C'est une question. Comment va faire l'État ? Nous n'avons pas les moyens à Maurepas d'appliquer cette réforme. Le bras de fer se poursuit. Absolument. À ce jour, 13 communes sur les 262 que compte le département refusent de mettre en place donc cette réforme. Elles n'ont pas remis leur copie au directeur académique. Le 20 juin, il sera trop tard. Le Conseil départemental de l'éducation nationale va entériner définitivement les projets. Si aucun dossier n'est déposé, les horaires seront donc imposés. Les maires devront s'y plier et expliquer à leurs administrés l'organisation ou non d'activités ou plus simplement d'un simple système de garderie. D'ailleurs, c'est finalement ce choix qui a été retenu par la maire de Plaisir. Opposée à la réforme, elle invente, non sans ironie, la récréamont du soir de 16h à 16h30. Elle s'est expliquée sur cette antenne. Alors aujourd'hui, comme je le dis souvent, il y a deux casquettes. Il y a la casquette de l'élu qui ne peut que constater l'échec de cette mise en place de ce décret. Et puis, il y a le gestionnaire de la ville avec l'attente des parents de savoir comment ça va se passer à la rentrée. Et donc, après une grande discussion très longue avec l'inspecteur d'académie, eh bien, nous avons trouvé un moyen de passage, je dirais, pour donner un peu de sérénité aux familles plaisiroises. Et c'est ce que j'ai annoncé cette semaine. Mais nous ferons une récréation, je dirais, un encadrement des enfants entre 16h et 16h30 pour que les parents qui ont besoin de venir les chercher à 16h30 eh bien, puissent le faire. Et ensuite, nous prendrons le relais avec les centres de loisirs et puis, bien sûr, tout ce qui est soutien scolaire. Trouver un préservatif, un centre de dépistage ou tout simplement obtenir des conseils pratiques. HF Prévention vient de lancer en début de semaine TUP, une application pour smartphone pour trouver un préservatif. Et à l'occasion du lancement de cette application, nous avons reçu en plateau Jérôme André, président d'HF Prévention. Il est revenu sur cette autre actualité, la censure dans les Yvelines, dans une commune du PEC, dans la commune du PEC, de l'affiche d'un joaillier de luxe. Une affiche où l'on voit une femme embrasser son double et qui aurait choqué, selon le maire, une partie de la population. Une censure qui intervient une dizaine de jours après la publication d'un rapport. Pendant que vous découvrez donc cette affiche, ce rapport pointe l'augmentation depuis un an des actes homophobes entre agressions verbales et violences physiques. C'est nous qui sommes effectivement choqués. Je vois pas où est le mal. En tout cas, il n'y a rien de pornographique là-dedans. Peut-être falloir un peu arrêter de stigmatiser tout ce qui ne plaît pas donc au maire du PEC. Le maire du PEC donc doit comprendre que ses habitants qui se plaignent, il y a aussi une grande majorité qui ne se plaint pas. Il y a eu un précédent à Versailles sur une affiche de film aussi, où l'affiche avait été retirée. Il y avait eu aussi un précédent chez eux, effectivement pour les garçons du lac, et effectivement donc il y avait eu censure. Nous on pense que tout ça c'est vraiment du grand n'importe quoi. C'est plus possible d'avoir de l'homophobie en France. Il faut bien que les gens se rendent compte que le mariage pour tous, c'est acté. Donc on n'en parle plus. Ça a libéré donc la parole de certains. Mais ça veut dire que le débat a été malmené à l'époque, l'année dernière. Très malmené. Il aurait fallu en parler différemment, peut-être passer par un référendum aussi, pourquoi pas. Comme ça, il y aurait eu la légitimité du peuple. Très malmené. La réforme serait passée plus vite. Il y aurait moins de choses, effectivement, qui se seraient donc déroulées tout bêtement. Et puis en l'occurrence, ça fait beaucoup de débats. Sauf que effectivement, il y a eu beaucoup de mariages qui se sont passés. Preuve que effectivement, ça répondait à des vraies préoccupations. On a le choix maintenant, donc quand on est homosexuel, de pouvoir se marier ou non, et c'est donc un choix. Laissons le choix aux gens. Pour une fois, c'était une loi qui ne retirait rien à personne, mais qui ajoutait. Fin du journal de ce 6 juin. Je vous retrouverai mardi. Profitez bien de ce nouveau jour férié si vous en avez l'occasion. Bon week-end.